Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel et aujourd'hui on va pas parler de retouche photo mais on va plutôt parler de matériel. Il y a 2 semaines je me suis acheté le Fujifilm X-T30 que voici et je vais vous donner un peu les raisons de mon achat, les points positifs et les points négatifs que j'ai pu déceler en regardant des vidéos, en regardant la fiche technique de cet appareil et puis au fur et à mesure pendant mes 2 semaines d'utilisation. Donc j'ai pas beaucoup d'expérience pour l'instant avec ce boîtier. Je vais un peu vous dire mes premières impressions. Et puis, je vais surtout pas du tout vous parler de fiches techniques. Enfin, très peu. Je vais pas vous présenter l'appareil, c'est pas le but. Vous pouvez retrouver la fiche technique en lien dans la description juste en dessous. Là, l'idée, c'est vraiment de parler du ressenti, de l'ergonomie, de quelques fonctionnalités qui, à mon sens, sont quand même relativement pertinentes, etc., etc. Mais on va pas rentrer dans les détails techniques. Alors, avant de parler de ce nouveau Fujifilm X-T30, je voudrais vous parler de mon ancien appareil photo et pourquoi j'ai décidé de changer brutalement d'un Canon à un Fujifilm. Il faut savoir que l'appareil avec lequel je filme actuellement, c'est mon ancien appareil photo, c'est le Canon SX50HS. C'est un bridge, c'est-à-dire que l'objectif est soudé sur le boîtier, on ne peut pas changer d'objectif. Bon, voilà, un appareil photo qui était relativement portable, qui sert un peu à tout, qui a un zoom assez conséquent, hein, parce que c'est un 24-1200 mm, je crois, donc ça me permet vraiment d'aller même jusqu'à photographier les cratères qui sont sur la Lune, donc c'est vraiment très bien, mais plusieurs inconvénients sur cet appareil photo. Le premier, c'est justement cet objectif qui est fixé sur le boîtier qu'on ne peut pas changer. C'est un objectif qui certes a un zoom très important, 24-1200, mais le problème c'est que ça a une ouverture très faible de 3.4 à 6.5 il me semble, donc c'est un objectif qui est très peu lumineux, d'autant plus quand on s'approche des 1200 mm. Donc ça c'est le premier inconvénient. On ne peut pas changer les objectifs, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Deuxième inconvénient, c'est au niveau du mode vidéo. Il faut savoir que quand j'ai acheté cet appareil photo, à l'époque, ça devait être en 2014-2015, je faisais encore très peu de vidéos, je faisais essentiellement de la photo, et donc c'est un appareil photo qui est très convenable. Mais en vidéo, c'est catastrophique. Cet appareil photo ne dispose pas de mode manuel pour la vidéo, donc il fait toujours la mise au point, l'optimisation de balance des blancs, enfin ça fait vraiment n'importe quoi au niveau de la vidéo, c'est pas du tout ce que je voulais. C'est par défaut des fichiers qui sont très contrastés, très difficiles à traiter ensuite sur DaVinci Resolve par exemple, ou bien Premiere Pro. Il y a très peu de degrés de liberté au niveau de la colorimétrie. Troisième inconvénient, les fichiers RAW de cet appareil photo ne sont pas pris en charge par Capture One. C'est quand même incroyable. Capture One prend en charge, par exemple, les RAW du SX60HS, mais pas du X50HS. Donc voilà, je n'ai pas ni la possibilité de travailler mes RAW sur Capture One, je ne peux pas non plus faire de la correction de distorsion d'objectif automatique, parce que mon objectif n'est pas reconnu par le logiciel. Donc voilà, c'est ces petits inconvénients qui, au fur et à mesure, deviennent un peu pénibles, et j'ai eu envie de passer un petit peu à la vitesse supérieure en m'achetant le Fujifilm X-T30. Alors c'est parti, on va parler de ce petit bijou. Alors il faut savoir que le X-T30, c'est un boîtier APS-C, c'est-à-dire que son capteur est un capteur APS-C, c'est pas un capteur full frame comme le cœur de marché des réflexes chez Canon et chez Nikon. Donc c'est un capteur qui est plus petit. Faut le savoir. Il y a des gens qui ne jurent que par le full frame, je ne comprends pas. L'APS-C c'est très bien. On va parler du coup des avantages de ce boîtier. Alors, premier avantage, c'est la qualité des images. Il faut savoir que Fujifilm, ça fait 100 ans qu'ils développent des simulations de films pour leurs appareils photo. Ils ont quand même de l'expérience au niveau de la couleur, c'est quand même assez incroyable. Et puis, il paraît, d'après ce que j'ai vu, et je peux vous dire que pendant les 2 semaines où je l'ai testé, c'est véridique, au niveau des fichiers JPEG, c'est des fichiers qui sont très qualitatifs. On n'a même plus besoin d'enregistrer en RAW, puisque les JPEG sont déjà très très bons. Alors la plupart des photographes laisseront quand même la possibilité d'enregistrer en RAW plus en JPEG pour pouvoir avoir une roue de secours en cas par exemple de plage dynamique élevée sur une photo, ou bien la possibilité de changer certains paramètres en post-production, mais sachez que la qualité des images sur les Fujifilm elle est excellente.
Deuxième avantage de Fujifilm, et là je parle pas forcément du X-T30, mais de la plupart des Fujifilm par rapport aux autres marques, c'est au niveau de la gamme d'objectifs. Il faut savoir que quand on achète des objectifs pour des boîtiers en full frame, par exemple des réflexes chez Canon, Nikon, peu importe, c'est des objectifs qui sont très chers. Pourquoi très chers? Parce qu'il faut beaucoup plus de matière pour pouvoir faire ces objectifs. Alors que chez Fujifilm, comme c'est un tout petit boîtier, hein, on va en parler plus tard, l'avantage des capteurs APS-C, c'est que en termes d'objectifs, les objectifs coûtent beaucoup moins cher. En plus de ça, chez Fujifilm, c'est des objectifs qui sont très qualitatifs. Il faut savoir que lorsque vous achetez des Canon, des réflexes Canon, et que vous voulez avoir un objectif, la plupart des objectifs, en fait, sont des objectifs en plastique je parle des objectifs de kit, qui ont des très mauvaises ouvertures, etc., etc. C'est vraiment pas très professionnel. Alors que chez Fujifilm, l'objectif de kit qui était vendu avec le X-T30, c'était un 18-55 2.8 4, je crois. Donc en termes d'ouverture, c'est quand même très bien, même si bon, c'est pas encore une focale fixe. Un objectif qui a un très bon piqué, pas de vignettage ou en tout cas très peu, et puis surtout qui est métallisé. Donc ça c'est quand même incroyable de la part de chez Fujifilm d'avoir comme ça en kit un objectif qui ressemble en fait à un objectif professionnel. Ensuite, on va parler du boîtier. Les boîtiers APS-C, et notamment chez Fujifilm, sont beaucoup moins chers que les objectifs full frame, que les boîtiers full frame, pardon. On va dire que pour la même fiche technique, un appareil photo full frame va coûter 2 fois plus cher qu'un APS-C, et un APS-C va coûter à peu près le même prix qu'un micro 4 tiers. Alors maintenant, on va pouvoir revenir un petit peu sur ce X-T30 et parler de l'ergonomie de ce boîtier. Il faut savoir que le X-T30, c'est le petit frère du Fujifilm X-T3, qui est un APS-C de référence, je pense le meilleur sur le marché, en tout cas avant la sortie du X-T4. Donc voilà, c'est quand même un boîtier, le X-T3, qui était quand même assez exceptionnel en 2019, et puis le X-T30, c'est le petit frère du X-T3, qui reprend énormément de ses fonctionnalités, mais qui a quelques petits défauts, et surtout au niveau ergonomie. Alors quand on parle ergonomie, on va d'abord s'intéresser à la taille de ce boîtier. La taille, ça peut être un critère intéressant, positif ou négatif. Il faut savoir que forcément, si vous faites de la photographie de voyage, que vous voulez transporter votre appareil photo un peu partout, c'est bien d'avoir quelque chose de petit, mais ça a aussi des inconvénients, forcément, parce que on va avoir moins de boutons que sur le X-T3, et on va surtout avoir une ergonomie qui n'est pas géniale. En tout cas, pas géniale sur le boîtier par défaut nu comme ceci. Au niveau de la poignée, on a vraiment une poignée qui est toute petite. Ça fait vraiment très bizarre. C'est vrai que là, quand j'ai fait l'unboxing de cette caméra, c'était vraiment assez incroyable. Je ne me rendais pas compte sur leur site internet, sur la fiche technique, même sur les vidéos que j'avais pu regarder, à quel point c'était petit. C'est vraiment tout petit, je vous assure. Après, j'ai peut-être des grandes mains, mais c'est vraiment minuscule. Et donc au niveau de la poignée, eh bien, souvent on va avoir le 5e doigt qui traîne un peu en dessous. Donc ça, pour les gens qui viennent notamment du monde des réflexes, ça va leur faire très bizarre. Moi, comme je viens d'un SX50HS qui est un bridge, même s'il avait une grosse poignée, bah ça me déstabilise beaucoup moins que les gens qui viendraient d'un réflexe. Mais c'est quand même un petit peu déstabilisant. Alors pas de panique pour ceux qui vraiment auraient envie d'avoir ce boîtier-là, mais qui hésitent à l'acheter pour des raisons d'ergonomie. On a notamment via des sociétés tierces. Et je vous mettrai les liens dans la description pour acheter tout le matériel qui peut aller avec pour améliorer l'ergonomie. Mais vous avez la possibilité de rajouter ici sur la prise trépied, de rajouter quelque chose qui vient prolonger la poignée. Et donc comme ça, vous êtes beaucoup plus confortable. Même si ça ne vaut toujours pas, ça ne vaudra jamais l'ergonomie qu'on peut avoir sur un réflexe. Juste en dessous, on va avoir ici, juste à côté de la prise trépied, le compartiment pour mettre à la fois la batterie et la carte SD. Alors ça, c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Parce que si jamais vous êtes quelqu'un qui fait notamment du paysage et qui a tendance à mettre son appareil photo sur le trépied, eh bien à chaque fois que vous voudrez changer la carte SD ou bien la batterie, eh bien, il va falloir l'enlever du trépied. Alors que si il l'avait mis juste ici sur le côté, eh bien on n'aurait pas du tout eu ce problème. Autre problème au niveau ergonomique, si on peut parler d'ergonomie, c'est au niveau de la batterie. Alors,
C'est une batterie, je crois que c'est WP126S, avec un S à la fin. C'est la nouvelle génération de batterie, mais enfin elle date quand même un petit peu, je crois qu'elle date du XT2, donc ça date. Et le problème, c'est que alors c'est valable pour tous les fabricants, il ne faut pas se leurrer, les fabricants augmentent les capacités de leur appareil photo. Donc maintenant, ils font énormément de 4K en 60 fps, blablabla, mais bah, ils augmentent pas la batterie. Et donc ça puise énormément dans la batterie, ce qui fait que maintenant on est limité à une trentaine de minutes d'enregistrement de vidéo, ou alors à sur ce boîtier notamment, je crois qu'on peut faire 30 minutes de 4K et puis on peut faire 3 maximum, ou, c'est même pas c'est entre 300 et 400 photos en RAW. C'est pas possible ça. 300-400 photos, ça veut dire qu'en gros, sur une journée de shoot où vous faites plus de 1000 photos, eh bien, vous avez besoin d'au moins 3 batteries. Donc 2 dans votre poche et puis une dans l'appareil photo. Ça ne va pas. Autre chose aussi, ce boîtier, le XT30 n'est pas livré avec un chargeur. Alors vous pouvez acheter le chargeur pour pouvoir recharger vos batteries, mais par défaut, vous le chargez ici avec un USB-C. Vous mettez la batterie directement dans le compartiment de batterie et vous chargez la batterie via l'appareil photo, via un port USB-C. Donc ça, quand on a un système où on doit manager plusieurs batteries, eh bien c'est très peu pratique parce que votre appareil photo est condamné pendant que vous chargez la batterie. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe. Il y a des possibilités, il y a des alternatives. On peut acheter une batterie, vous savez, les chargeurs externes pour téléphone portable par exemple, avec 10 000 ampères-heure, 20 000 ampères-heure, et puis venir la connecter sur l'USB-C. Parce que si vous achetez ce genre de batterie, sachez que non seulement ça recharge la batterie lorsque l'appareil photo est éteint, mais ça peut aussi alimenter l'appareil photo pendant qu'il est allumé. Donc ça, c'est très appréciable. Mais encore une fois, quel intérêt d'acheter un boîtier léger si c'est pour s'encombrer d'un chargeur externe? Dernier défaut d'ergonomie de cet appareil photo, et ensuite on parlera un petit peu plus des qualités, parce que croyez-moi, il y en a quand même, c'est au niveau de la tropicalisation. Ce boîtier, le XT30, n'est pas tropicalisé. Pour avoir une version tropicalisée et les mêmes performances que le XT30, il faut se tourner vers le XT3, son grand frère qui coûte 600 € de plus, ou 400 € peut-être. Cet appareil photo n'est pas tropicalisé, alors il est d'une construction très solide, et ça c'est très appréciable, on n'a pas du tout un boîtier en plastique comme c'est le cas des OOS entrée de gamme, mais il n'est pas tropicalisé. Donc pour les gens qui font vraiment énormément de voyages dans des conditions un petit peu extrêmes, genre en Guyane, dans la jungle, ce que vous voulez, ça peut devenir très vite problématique si on n'a pas une solution pour pouvoir ranger l'appareil photo dans une caisse étanche, ça peut devenir problématique. Mais à part ça, vraiment, il n'y a pas beaucoup de défauts d'ergonomie. Moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui se tient bien en main, d'accord, à condition d'avoir acheté l'accessoire, le grip. Et voilà. Autre chose quand même qu'il faut préciser, c'est au niveau du viseur. Lorsque vous visez, le viseur est très très proche de l'écran tactile, ce qui fait que lorsque vous mettez votre œil dans le viseur, eh bien généralement vous touchez l'écran avec votre nez, ce qui peut, par exemple, si vous avez configuré l'écran tactile pour, eh bien changer le point de focus. Donc ça, ça m'est déjà arrivé, et croyez-moi, c'est très agréable quand on prend une photo puis qu'on se rend compte après qu'elle est complètement floue. Donc moi j'ai désactivé la fonction d'autofocus sur mon écran, et maintenant je fais le focus juste avec le joystick qui est intégré. Donc deux possibilités, soit vous faites comme moi, vous désactivez, soit vous achetez une œillère, d'accord, je sais pas comment on appelle ça, je vous mettrai le lien aussi dans la description, une œillère compatible XT30 qui vous permet de prolonger avec une espèce de caoutchouc le viseur de votre appareil, ce qui fait que du coup vous ne serez plus du tout embêté si vous êtes comme moi, que vous visez avec votre œil droit. Avantage au niveau ergonomie de ce boîtier, c'est, et ça c'est typique chez tous les appareils Fujifilm, c'est la possibilité d'avoir des molettes ici sur le devant de la caméra, notamment une molette de compensation d'exposition, une molette de vitesse d'obturation, et puis une molette avec des modes. C'est ce qu'on va pouvoir retrouver chez la plupart des fabricants, avec un mode vidéo, un mode bracketing, des fonctions, des filtres pour faire du panoramique, un peu ce que vous voulez, des rafales. Donc ça, c'est vraiment des boutons, et moi j'adore ce look un peu vintage avec des boutons. Je trouve que ça nous vraiment, alors pour ceux qui débutent en photographie, c'est très bien. Ça change un petit peu de la règle du triangle avec l'ISO, la vitesse d'obturation. Là, vraiment, on prend plaisir à faire de la photo.
notamment quand on est débutant, ça, vraiment, on apprend très très vite les liens qu'il peut y avoir entre l'ouverture, la vitesse, etc. Et puis ici, sur l'objectif, on va avoir la fameuse molette à l'écran T. Sur l'objectif 18-55, on a une molette. Alors elle n'est pas graduée, hein, on ne voit pas les valeurs d'ouverture, mais on peut voir ici sur l'écran la valeur de l'ouverture. Du coup, on a la possibilité de venir régler un peu ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de molette d'ISO, contrairement à son grand frère, le XT3, qui dispose non pas d'une molette ici de mode, mais d'une molette d'ISO. Donc, il va falloir se passer de la molette d'ISO. Alors, bien sûr, il est possible de configurer les molettes qui sont juste ici à l'arrière pour la transformer en molette d'ISO. Il y a aussi une molette juste là pour pouvoir régler potentiellement son ISO. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible de personnaliser pour retrouver ce côté manuel de changement d'ISO. D'accord ? Moi, je trouve ça très très agréable de ne pas avoir à aller dans les menus avec le joystick. Enfin, c'est insupportable. Là, vraiment, c'est très bien. On a tout à portée de main. Et surtout, on peut faire nos réglages au préalable sans avoir allumé l'appareil photo. Comme ça, on est prêt à déclencher, à allumer l'appareil photo au moindre animal qui approche ou peu importe. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Voilà pour cet appareil photo, hein. Sinon vous voyez que c'est quand même très vintage, c'est très appréciable, bonne qualité de fabrication. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de la position, de la nouvelle position, c'était pas le cas sur les anciennes versions, de la place du bouton Q qui permet d'accéder au menu rapide. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient d'appuyer sans faire exprès dessus. C'est pas mon cas. D'autant plus que Fujifilm a fait une mise à jour récente de son boîtier dans laquelle, en gros, il faut appuyer plus longtemps sur le bouton Q pour que ça fasse effet. Voire on peut désactiver complètement le bouton Q pour aller le déplacer ailleurs. Donc c'est un peu vous qui voyez, moi je trouve au contraire que, enfin moi j'appuie pas du tout dessus sans faire exprès, et en plus de ça, du coup, eh bien on a ici un promontoire pour mettre le pouce qui est très agréable, ça permet de compenser un petit peu le manque de poignée à l'arrière. Voilà pour l'ergonomie de cet appareil photo, qui n'est pas au top, même si, très honnêtement, avec quelques petits accessoires que je vous mettrai en dessous, on peut bien améliorer cette ergonomie. Au total, si vous voulez vraiment avoir une ergonomie au top avec ce boîtier-là, eh bien, il vous faudra compter à peu près, j'ai fait le calcul, 120 € d'achat de différents matériels que je vous mettrai encore une fois dans la description. Maintenant, on va parler des avantages de cet appareil photo. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que vous m'entendez critiquer cet appareil photo, mais on n'a toujours pas parlé de ce qui était bien avec lui. Ce qui est bien, c'est donc, comme je l'ai dit, la qualité d'image, qui est vraiment incroyable, que ce soit en JPEG ou en RAW. La plage dynamique de cet appareil photo, qui est quand même très intéressante. On est sur 10 stops de plage dynamique à 160 d'ISO. Donc ça, c'est quand même très bien. Il faut savoir que oui, je ne l'ai pas précisé, l'ISO natif de cet appareil photo est de 160. Ce qui fait que dès que vous voulez avoir le moins de bruit possible, eh bien, vous vous mettez à 160. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas en descendant à ISO 80 qu'on a la meilleure qualité, le moins de bruit, c'est en étant à ISO natif, c'est-à-dire à 160. Donc ne commettez pas l'erreur d'aller à ISO 80 pour avoir une meilleure qualité d'image. Préférez plus de lumière et allez à l'ISO 160. D'accord? Comme ça, vous pouvez monter un petit peu la vitesse de shutter. Donc ça, c'est quand même très très bien. Ensuite, possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K. En 4K, 30 images par seconde, pas 60 images par seconde sur ce boîtier, contrairement au XT3. Et encore, sur le XT3, c'est de la 4K qui est croppée à 1,25 je crois, ou 1,1, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est la 4K 30 fps. Moi, ça me convient largement, vraiment largement. Et puis la possibilité d'enregistrer au format F-Log. Et ça, c'est vraiment incroyable, ça change la vie. Au niveau notamment de la post-production, hein, ça sert à rien de faire du F-Log si vous ne faites pas de post-production, parce que les images en F-Log de base sont très moches, d'accord, très décontrastées, très laiteuses, presque grises. Et l'intérêt en fait du F-Log, c'est que ça compresse la plage dynamique de l'appareil photo sur une toute petite zone, ce qui fait qu'ensuite, au moment de la post-production, eh bien, non seulement vous n'avez pas cramé niveau blanc, niveau noir, mais vous avez vraiment la possibilité de jouer comme vous voulez sur les couleurs. En plus de ça, en 4K, sur le mode vidéo, pardon, il y a la possibilité d'utiliser ces fameux simulateurs de films que Fujifilm développe depuis une centaine d'années et qui sont très reconnus. On peut parler de Eterna notamment, qui vient sur le Fujifilm X-T30, du mode vivide, du mode sépia, si vous utilisez du sépia, mode acros, tout ce que vous voulez.
Bien sûr, ça ne fait pas de la vidéo en RAW, d'accord? Sinon ce serait une caméra, ce serait pas un appareil photo, mais c'est quand même vraiment très très bien. Le F-Log, c'est un peu le RAW de la vidéo, entre guillemets, d'accord? Autre possibilité, toujours sur le mode vidéo, c'est la possibilité d'enregistrer des vidéos à 120 images par seconde en Full HD, avec un léger crop de 1,25. Mais très honnêtement, si vous enregistrez en 120 images par seconde sur du Full HD, notamment c'est la définition standard qu'utilisent la plupart des youtubeurs, vous pouvez faire des ralentis assez incroyables. Vous pouvez faire des ralentis de 5-6 fois, ce qui vous permet vraiment d'obtenir des scènes qui de base ne rendraient pas bien à vitesse cinéma, et qui, au ralenti, vraiment donnent des choses extraordinaires. Ça peut être de la pluie qui tombe, ça peut être ce que vous voulez, ça peut vraiment donner des choses très bien. Toujours sur le mode vidéo, on a un mode vidéo manuel, et ça c'était ce que je détestais chez le Canon SX50HS, qui en fait fait les réglages tout seul, on n'a aucune liberté sur le mode vidéo. Et bien là, on va avoir non seulement une vidéo qui est très qualitative en 4K F-Log, mais en plus de ça, on va avoir la possibilité de régler manuellement non seulement l'ISO, la vitesse d'obturation, ça c'est très bien, mais surtout l'ouverture de façon manuelle, le focus aussi en vidéo qui peut être manuel ou automatique, ça dépend. Par exemple, si vous faites beaucoup de vlogs, eh bien dans ce cas-là, ça peut être intéressant de se mettre en mode détection de visage. J'en parlerai un tout petit peu après dans la vidéo. Mais voilà, ça peut être très intéressant. Et vraiment, le mode vidéo, il n'y a rien à redire, c'est quand même vraiment parfait. La seule chose qu'on aurait pu faire éventuellement, c'est d'avoir de la 4K en 60 fps. Mais encore une fois, la 4K 60 fps, non seulement ça fait chauffer le boîtier énormément, ça ferait chauffer le boîtier, mais même en 4K 30 fps et en Full HD, en 120 images par seconde, vous constatez que le boîtier chauffe beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aborde le point négatif en vidéo de cet appareil photo. 2 points négatifs. Premier point négatif, c'est la durée d'enregistrement. Cet appareil photo nous offre la possibilité d'enregistrer en 4K pendant 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Et en Full HD, 15 minutes. Voilà, donc ça c'est ridicule, vraiment ridicule. Je ne sais pas si c'est lié à l'échauffement justement Fujifilm qui cherche à nous limiter en temps d'enregistrement pour éviter une surchauffe de son boîtier, ou alors si c'est une question de, vous savez, la taxe caméra, on la paye pas, on est limité ou pas en durée d'enregistrement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais très honnêtement, si c'est pas un problème hardware, et que c'est juste un problème de législation, peut-être qu'on aura une mise à jour firmware dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas, peut-être à la sortie du XT5 ou du XT40, j'en sais rien. On aura peut-être une mise à jour qui nous permet de faire de la 4K en 60 fps, ou alors simplement au moins d'augmenter les temps d'enregistrement. Autre limitation, c'est surtout si vous filmez, comme moi je suis en train de le faire, avec mon Canon. Mon Canon actuellement a un écran 180 degrés, donc là je regarde mon écran. Maintenant, si vous utilisez le X-T30, eh bien l'écran n'est pas orientable à 180 degrés. Donc pour ceux qui font énormément de vidéos YouTube, c'est peut-être pas la bonne solution. Même si, et ça c'est un grand mais, la qualité de l'autofocus, que ce soit en photo ou en vidéo, est tellement bluffante sur le X-T30 que vous pouvez largement vous passer de vous regarder, puisque vous pouvez faire confiance à l'autofocus, donc vous serez jamais flou. Jamais. J'ai testé, hein. Vous serez jamais flou. Bon, en tout cas, sauf si vous vraiment vous amusez à bouger, mais enfin c'est pas le but quand vous faites du vlog, ou que vous filmez comme ça de façon fixe. Ensuite, j'ai un petit peu abordé ce que je voulais aborder maintenant, c'est au niveau de l'autofocus. Vous avez différents modes d'autofocus qui sont disponibles à la fois en photo et en vidéo, notamment de l'autofocus en continu, qui a des performances assez incroyables. Vous avez de l'autofocus single shot, vous faites le focus et ensuite c'est fini, ou alors il faut refaire le focus. Et puis vous avez le focus manuel aussi, avec la bague de l'objectif. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire un peu ce que vous voulez en termes d'autofocus. Il est vraiment ultra performant, il est au niveau du Sony, très largement, d'autant plus qu'ils ont mis à jour leur firmware, et donc maintenant c'est au top. Autre chose, c'est au niveau de la post-production. Il faut savoir que sur mon Canon SX50HS, je n'avais pas la possibilité de traiter sur Capture One, ça je vous l'ai dit. Eh bien, sachez que Fujifilm, et notamment les appareils photo Fujifilm, sont très très bien supportés par Capture One, ce qui en fait est relativement bien, parce qu'il faut savoir que les Fujifilm disposent d'un capteur un peu spécial, qui n'est pas un capteur CMOS traditionnel avec la grille de RGB, etc.
Non, là c'est un petit peu différent, c'est un capteur X-Trans, donc c'est tout aussi bien, mais il y a une disposition un petit peu plus particulière de la matrice de pixels sur le capteur, ce qui fait que eh bien, Lightroom a tendance à mal prendre en charge Fujifilm. Donc si vous êtes un utilisateur de Lightroom, eh bien dans ce cas-là, c'est peut-être pas la meilleure option de prendre un Fujifilm. Alors bien sûr, Lightroom est consciente qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des Fujifilm, donc il essaie de développer des choses tant bien que mal, mais c'est pas tout à fait au point et on peut avoir des résultats assez étonnants, notamment en termes de franges, on peut avoir des artefacts qui apparaissent, c'est des fois un petit peu dérangeant, alors que chez Capture One, c'est parfaitement bien maîtrisé, et je vous le garantis, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur Capture One, je vous incite à aller les voir, c'est un logiciel qui est tout aussi bien que Lightroom, voire mieux, d'accord? Maintenant, j'ai oublié de vous en parler, je vais vous parler aussi du capteur. C'est un capteur qui n'est pas stabilisé, donc le capteur qui n'est pas stabilisé, c'est potentiellement un problème si vous faites énormément de vidéos et vous êtes obligé d'utiliser un objectif stabilisé pour au moins avoir la stabilisation de l'objectif qui compensera le manque de stabilisation mécanique sur le capteur. Ça, c'est potentiellement problématique. Pourquoi? Parce que 1, rien ne vaut la stabilisation mécanique au niveau du capteur, et 2, tous les objectifs qui sont stabilisés sont plus chers que les objectifs non stabilisés. Pourquoi? Parce que ça intègre de l'électronique, alors que sinon, si vous êtes en objectif classique, il n'y a pas tellement d'électronique, pas tellement d'algorithmes de stabilisation derrière, donc ça coûte un peu plus cher. Si vous voulez vraiment avoir une gamme énorme d'objectifs et que vous faites énormément de vidéos, et bien dans ce cas-là, cet appareil photo n'est pas pour vous. Autre chose, quand on parle des appareils photo, c'est au niveau de la compatibilité avec les autres marques. Fujifilm a beaucoup d'objectifs qui sont des objectifs qualitatifs, mais le problème c'est que si vous avez des objectifs de chez Canon, de chez Nikon, etc., vous ne pouvez pas les mettre. Vous êtes obligé d'utiliser soit les objectifs de chez Fujifilm, soit d'utiliser des objectifs complètement en mode manuel. Et puis, si vous avez, on va dire, une gamme d'objectifs Canon incroyable, etc., et que vous ne pouvez pas vous passer d'eux, que vous ne voulez pas acheter de chez Fujifilm, vous avez la possibilité d'acheter une bague d'adaptation Fringer, je vous mettrai encore le lien dans la description, F-R-I-N-G-E-R. C'est une bague qui coûte 300 €. Ah, ça coûte un petit peu cher, mais enfin ça coûte toujours moins cher que de renouveler sa gamme complète d'optique. Et cette bague-là, je crois que c'est le seul fabricant qui vous propose d'assurer une communication électronique entre le boîtier et votre objectif, ce qui fait que vous pouvez utiliser n'importe quel objectif sur un appareil Fujifilm. Mais dans ce cas, il faut dépenser 300 €. Voilà, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire sur cet appareil photo. J'espère que j'ai été assez clair, que j'ai vraiment abordé tous les points. Je pense que j'en ai oublié, mais si j'en ai oublié, je vous les mettrai dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des remarques, des points positifs ou des points négatifs sur cette vidéo ou sur ma chaîne en général, n'hésitez pas aussi à les mettre en bas dans la description, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, et puis à cocher la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Salut!